Bonjour tout le monde, merci d'être là. Mon nom est Chantal Bouchard, je suis professeure en sciences de la consommation et aussi spécialisée en mesure, évaluation et amélioration des services, des programmes et des processus organisationnels. Aujourd'hui, je ne veux pas vous faire un procès aux indicateurs et je veux surtout pas vous dire que les tableaux de bord sont inutiles. Ce serait quand même une drôle de début pour un webinaire sur les indicateurs. Ce que je vous propose, c'est plutôt de regarder une situation que la majorité d'entre vous connaissent. Le tableau de bord passe au vert, les chiffres semblent rassurants, mais sur le terrain, les personnes continuent de vivre des irritants très réels. C'est exactement l'idée du type du webinaire. Parfois, les indicateurs améliorent les chiffres sans améliorer les services. Et parfois, ils peuvent même aggraver les problèmes parce qu'ils changent les comportements autour de la mesure. La question qui va nous accompagner est simple. Est-ce que le bon chiffre raconte la bonne histoire? Je vais commencer par l'idée la plus simple, mais aussi la plus dangereuse, le piège du bon chiffre. Le piège du bon chiffre, c'est vraiment le point de départ du webinaire. En fait, un indicateur peut être exact, il peut être bien calculé. Il peut même être présenté dans un superbe tableau de bord avec une belle couleur verte qui donne confiance. Mais ça ne veut pas dire que l'interprétation, elle, est bonne. C'est un peu comme monter sur une balance après l'avoir installée sur un tapis très épais. Le chiffre va apparaître, il a l'air précis, mais on devrait peut-être se demander si la mesure nous aide vraiment à comprendre ce qui se passe. Dans les organisations, je vous dirais, c'est pareil. Un chiffre peut dire vrai, mais seulement sur une partie de la réalité. Le problème n'est pas toujours le chiffre lui-même. C'est parfois l'histoire qu'on lui fait raconter trop vite. On va regarder tout de suite une situation concrète parce que c'est souvent dans des exemples simples que le problème devient évident. Imaginez un service qui doit réduire son délai moyen de traitement de 10 jours à 6 jours. Sur papier, on pourrait dire que c'est une belle amélioration. La cible est atteinte, le tableau de bord passe au vert. On peut presque entendre, je vous dirais, un petit soupir de soulagement en réunion de l'équipe de travail. Mais maintenant, regardons ce qui se passe du côté de l'usager ou du client. Il reçoit une réponse plus vite, oui, mais la réponse est incomplète. Ce client-là doit rappeler. On lui redemande une pièce qui avait déjà été transmise. Il reformule sa demande. Au fond, son dossier a bougé, mais son problème n'est pas vraiment réglé. Donc, la question devient plus précise. Est-ce qu'on a amélioré le service ou seulement la vitesse d'un morceau du parcours? Ce petit exemple nous ramène à une réalité plus large. Nous vivons dans un monde où on mesure énormément de choses. Aujourd'hui, comme vous le savez, les organisations mesurent beaucoup. Les temps d'attente, les réponses envoyées, les volumes traités, les dossiers fermés, la productivité, la conformité, les taux de réussite. Et soyons honnêtes, il y a des jours où on a l'impression que si quelque chose bouge dans une organisation, quelqu'un quelque part va finir par lui mettre un indicateur. C'est pas nécessairement mauvais, parce que mesurer peut aider. Hein? Mesurer peut rendre visibles des problèmes qui passaient autrement sous radar. Mais il y a un effet important. Ce qui est mesuré attire l'attention. Et ce qui attire l'attention finit souvent par attirer les ressources, les efforts, les réunions, les plans d'action et finalement les fameuses colonnes Excel. La difficulté, c'est ce qui compte le plus pour les personnes n'est pas toujours ce qui se compte le plus facilement. Alors,
Pourquoi ces indicateurs sont devenus aussi populaires? Les indicateurs sont populaires parce qu'ils répondent à un vrai besoin. Les gestionnaires en ont besoin pour suivre l'évolution de leurs activités. Ils doivent comparer, détecter parfois des tendances, soutenir la prise de décision, surtout démontrer leurs résultats, parfois orienter les ressources et aussi pour répondre aux fameuses demandes de reddition de comptes. Dans ce sens-là, les indicateurs sont utiles, puisqu'ils donnent des repères. Ils vont éviter de gérer simplement à l'impression, même à l'anecdote ou au dernier courriel qu'on a reçu à 22h14. Le problème n'est donc pas d'avoir des indicateurs. En fait, le problème commence quand que l'indicateur cesse d'être un repère et devient la réalité elle-même. C'est là qu'on commence à confondre la carte avec le territoire. La carte est utile, mais je vous dirais que personne ne voudrait se perdre en forêt avec une carte qui montre seulement les autoroutes. C'est pourquoi il faut se rappeler qu'un indicateur ne montre jamais toute la réalité. Un indicateur montre souvent très bien certaines choses, des volumes, des délais, des fréquences, des taux, des tendances, mais il montre moins bien les parcours fragmentés, l'effort qui est transféré à l'usager, la qualité relationnelle, la confusion ou même les problèmes qui changent simplement d'endroit. Un tableau de bord peut vous dire qu'un formulaire a été traité facilement en 48 heures, mais il vous dira rarement que la personne a dû relire les instructions 3 fois, appeler 2 fois un service, puis finir par demander à sa voisine de l'aider. C'est un peu ça, dans le fond, le cœur du problème. Mesurer une activité, ce n'est pas encore comprendre le problème. Et quand on oublie cette distinction, on peut devenir très bon pour suivre le mouvement des chiffres sans être aussi bon pour comprendre ce que les personnes vivent. Et il y a une chose importante. Un indicateur ne fait pas seulement voir, il fait aussi agir. Un indicateur n'est pas neutre. Il ne fait pas seulement décrire une situation, il influence aussi ce que les gens font. Quand on choisit un indicateur, ça l'envoie un message. On dit « ceci compte »,« ceci sera regardé »,« ceci sera comparé », ceci pourrait même avoir des conséquences. Et là, les personnes s'adaptent. Puisque, comme vous le savez, les équipes de travail ne sont pas naïves. Ils vont vite comprendre que ce qui est valorisé, ce qui est surveillé et ce qu'il vaut mieux d'éviter de faire apparaître en rouge dans un tableau de bord. Je vous dirais que c'est comme presque une loi naturelle des organisations. Là où on met la lumière, les comportements se réorganisent. Parfois pour le mieux, bien sûr, mais parfois pour protéger le chiffre. Donc, la question n'est pas seulement qu'est-ce que l'indicateur mesure? La question est aussi qu'est-ce qu'il fait faire? On peut le voir très facilement avec un mini-cas d'un centre d'appel. Dans ce centre d'appel, l'organisation veut en fait réduire la durée moyenne des appels. La cible est claire, il faut passer de 7 minutes à 4. Et ça marche. En fait, les appels vont devenir plus courts, l'indicateur de rapidité va s'améliorer. Vu du tableau de bord, en fait, je pourrais vous dire, c'est une belle histoire. Mais maintenant, regardons de l'autre côté. Les clients rappellent plus souvent parce que leur problème n'a pas été réglé. Ils recommencent l'histoire. Ils réexpliquent leur situation. Et parfois, étonnamment, ils vont devenir un peu moins patients au deuxième appel. Vous devez savoir de quoi je parle. Alors, qu'est-ce qu'on réduit exactement? L'appel ou le problème? On a peut-être ici fragmenté le problème. Et un problème fragmenté, ce n'est pas nécessairement un problème résolu. C'est parfois juste un problème qui circule mieux dans le système. Cette logique d'adaptation aux indicateurs
nous amène à une histoire classique, l'effet Cobra. L'effet Cobra, c'est une histoire qui est souvent utilisée pour expliquer, en fait, les effets pervers des indicateurs. Il y avait une autorité qui voulait réduire le nombre de cobras. Elle a donc offert une récompense pour chaque cobra capturé. Au départ, la patente semblait fonctionner. Il y avait plus de cobras qui étaient rapportés et les chiffres bouchaient dans la bonne direction. Mais là, certaines personnes ont bien compris le système et ils ont commencé à élever des cobras pour toucher les récompenses. On voulait moins de cobras, mais le mécanisme a fini par en produire plus. C'est une histoire cocasse, mais aussi très sérieuse. Dans nos organisations, bien sûr, on n'élève pas des cobras dans le sous-sol, bien, heureusement. Mais on peut quand même créer des comportements qui améliorent l'indicateur sans régler le problème. Le système apprend donc à améliorer le chiffre, pas nécessairement à améliorer la réalité. Par rapport à cet élément-là, la recherche a nommé plusieurs pièges de ce type. Je vais vous en présenter 4 plus précisément. On peut regrouper ces effets-là pervers autour de 4 grands pièges. Le premier, c'est la vision en tunnel. Ce que ça veut dire, ce qui est mesuré prend toute la place. Le deuxième, c'est le déplacement du but. Le chiffre remplace progressivement le problème initial. Le troisième, c'est le gaming. Les comportements s'adaptent au système de mesure. Et finalement, le quatrième, c'est le paradoxe de performance. Ici, l'indicateur progresse, mais le service réel ne progresse pas toujours au même rythme. Ces mots, je vous dirais, ces 4 pièges peuvent avoir l'air un peu théoriques, mais en réalité, ce sont des choses très concrètes. On va les voir dans les services, dans les programmes, dans les milieux publics, les équipes de travail. Ce sont simplement différentes façons de dire « Attention, le chiffre n'est jamais seulement un chiffre. » Et là, on va regarder chacun des pièges un à la fois pour voir rapidement ce qu'il change dans une organisation. La vision en tunnel va apparaître quand l'organisation va regarder surtout ce qui est mesuré. C'est pas forcément, je dirais, volontaire. Personne se lève le matin en disant « Aujourd'hui, je vais ignorer tout ce qui est important, mais difficile à mesurer. » Mais progressivement, on va voir que l'attention va se concentrer. Les réunions vont porter sur les mêmes chiffres, les rapports vont reprendre les mêmes colonnes et les discussions vont tourner autour des mêmes cibles. Pendant ce temps-là, de l'autre côté, tout ce qui est signaux faibles vont perdre de l'espace. Donc, tout ce qui va toucher la confusion des usagers, les contournements des équipes, les petits irritants qui s'accumulent vont perdre du terrain. En fait, c'est là le danger du tunnel. On voit très bien ce qui est devant nous, mais on va perdre la vision périphérique. Et dans les services, je vous dirais que la vision périphérique est souvent là où les vrais problèmes se cachent. Le deuxième piège est encore plus subtil. Le chiffre peut devenir le but. Le déplacement du but, lui, c'est le moment où le chiffre prend place du problème. Au départ, on avait créé un indicateur pour suivre une situation, que ce soit pour améliorer l'accès, réduire les délais, soutenir la réussite ou améliorer tout simplement la qualité. Mais à force d'être répété, comparé, affiché, discuté et surtout même associé à des conséquences, l'indicateur devient alors le vrai objectif. On ne parlera plus seulement du problème à résoudre, on parle du chiffre à atteindre. Et là, vous allez voir quelque chose se déplacer. Les efforts peuvent se concentrer sur ce qui fait bouger le chiffre rapidement, même si c'est pas ça qui va régler le problème en profondeur. C'est un peu comme nettoyer seulement la partie du comptoir si vous prenez une photo.
La photo va être belle, mais le reste de la cuisine, elle, reste à vérifier, bien entendu. Le troisième piège, c'est le gaming, mais il faut l'aborder sans juger trop vite les personnes. Le gaming, c'est quand les personnes apprennent les règles du jeu. Le mot ici peut donner l'impression que les gens trichent, mais oui, effectivement, parfois, il peut y avoir des comportements problématiques. Mais souvent, c'est plus banal que ça. Les personnes vont réagir à ce qu'on leur demande. Elles vont protéger leurs résultats. Elles vont éviter des situations qui font mal paraître l'indicateur. Elles vont apprendre très vite ce qui donne du vert, ce qui donne du rouge, et ce qu'il vaut mieux expliquer avant que quelqu'un pose la question. Je vous dirais qu'ici, c'est humain. Hein? Si on juge une équipe sur un délai moyen, elle va naturellement porter beaucoup d'attention au délai moyen. Le risque, c'est que le système récompense parfois la bonne apparence plus que la bonne solution. Ces trois pièges nous mènent au paradoxe de performance. Le paradoxe de performance, c'est vraiment ici la tension centrale du webinaire. Les indicateurs peuvent s'améliorer sans amélioration équivalente du service réel. C'est là que d'ailleurs le titre prend tout son sens. Les chiffres peuvent aller dans la bonne direction, mais les problèmes, eux, ne diminuent pas pour autant. Parfois, ils changent juste de forme. Ce paradoxe est difficile à voir parce qu'un bon chiffre rassure. Hein, il va donner envie de conclure rapidement que tout va mieux. Mais un bon chiffre devrait parfois nous amener à poser une question supplémentaire. Qu'est-ce qui a vraiment changé pour les personnes qui vivent le service? Parce qu'au fond, l'amélioration de l'indicateur n'est pas le point d'entrée. C'est seulement un signal à interpréter. Et pour rendre visible cette idée plus visuelle, on peut utiliser une petite matrice. Cette matrice est vraiment simple, mais elle aide beaucoup. D'un côté, on regarde l'indicateur. Est-il positif ou négatif? De l'autre, on va regarder l'expérience. Est-ce que l'expérience est positive ou négative? Quand l'indicateur est positif et que l'expérience aussi est positive, on peut probablement parler d'une amélioration réelle. Quand l'indicateur est négatif et que l'expérience est négative, bien là, on peut dire que le problème devient visible. C'est pas tout à fait agréable, mais au moins le signal et le vécu racontent la même histoire. La zone dangereuse, c'est quand l'indicateur est positif, mais que l'expérience reste négative. En fait, c'est la case qui va mériter notre attention. Le tableau de bord dit ça va, mais les personnes vont dire pas tant que ça. Et c'est souvent là que le travail d'analyse va commencer. On peut appliquer cette logique à un contexte universitaire. Prenons un exemple d'un programme qui veut améliorer la réussite dans un cours. Le taux augmente, puis là, le tableau de bord semble positif. Bien sûr, il y a personne qui est contre la réussite. On ne va pas faire un webinaire pour dire attention, trop d'étudiants réussissent. Mais la vraie question est, qu'est-ce que cette réussite signifie vraiment? Si les étudiants réussissent mieux parce que les consignes sont plus claires, que l'accompagnement est meilleur et que les apprentissages sont plus solides, c'est une vraie amélioration. Mais si plus tard, en projet ou en stage, les notions restent difficiles à mobiliser, le taux de réussite ne raconte pas tout à fait la même histoire. Le chiffre dit « ils ont réussi », le terrain demande « oui, mais que peut-il vraiment faire? » Ce mini-cas nous amène à une question pivot. La bonne question, c'est pas seulement est-ce que l'indicateur s'améliore? Bien sûr, c'est une question utile, mais elle est incomplète. La vraie question devient est-ce que le problème réel diminue et pour qui?
Ce pour qui est vraiment important. Parce qu'un indicateur peut s'améliorer pour l'organisation tout en laissant plus de travail à l'usager, à l'étudiant, au patient, au citoyen ou même à l'équipe terrain. C'est souvent là que les indicateurs deviennent trop silencieux. Ils montrent les résultats du système, mais pas toujours la charge déplacée vers les personnes. Alors, quand un chiffre s'améliore, on peut prendre l'habitude de demander qui respire mieux maintenant et qui porte le problème ailleurs. Cela nous amène à une catégorie que j'appelle les indicateurs de confort organisationnel. Certains indicateurs vont venir rassurer beaucoup l'organisation, qu'on pense à des délais moyens, des réponses envoyées, des dossiers fermés, des volumes traités, etc. Tous ces indicateurs-là peuvent être, bien entendu, utiles, mais ils peuvent aussi devenir des indicateurs de confort organisationnel. Ils disent le système fonctionne selon ses propres critères. La question, c'est est-ce que le système fonctionne aussi selon l'expérience des personnes servies? Un dossier fermé, par exemple, c'est très rassurant dans un rapport. C'est net, c'est propre, c'est terminé. Mais pour l'usager, le dossier fermé peut parfois vouloir dire je dois recommencer ailleurs. Donc, il faut se méfier des indicateurs qui rassurent surtout ceux qui regardent le tableau de bord. C'est exactement l'image des tableaux de bord verts et des services gris. Honnêtement, j'aime beaucoup cette image. Tableau de bord vert, service gris. Ça résume bien le décalage. D'un côté, on a les cibles atteintes, les délais respectés, les indicateurs qui s'améliorent et des rapports positifs. De l'autre, on peut avoir encore de la frustration, de la confusion, de la fatigue, de la surcharge et même des parcours très complexes. Et c'est là que le titre du webinaire revient. Les indicateurs peuvent parfois donner une impression d'amélioration, pendant que le problème vécu reste très présent. En fait, un indicateur positif ne garantit pas automatiquement une expérience positive. C'est une phrase simple, mais je pense qu'elle devrait être collée quelque part dans beaucoup de salles de réunion. En fait, juste à côté de l'écran où le tableau de bord apparaît. Pour mieux comprendre ce décalage, on peut regarder la qualité sous 3 angles. Je ne vais pas rentrer ici dans un modèle théorique, ce n'est pas l'objectif du webinaire, mais il y a une distinction très utile à garder en tête. La qualité voulue, la qualité rendue et la qualité perçue. La qualité voulue, c'est ce qu'on annonce, c'est ce qu'on planifie, c'est ce qu'on promet. Par exemple, répondre rapidement, là je ne chiffrerai pas, simplifier un parcours, améliorer la cible. La qualité rendue, elle, c'est ce qui est réellement fait ou produit par le service. Et finalement, la qualité perçue, c'est ce que les personnes comprennent, ressentent et jugent. Un bon indicateur peut éclairer une de ces dimensions, mais il ne couvre pas nécessairement ces 3 angles. Et souvent, les vrais problèmes apparaissent justement dans les écarts entre ce qu'on voulait, ce qu'on a rendu et ce qui a été perçu. Regardons maintenant un exemple très concret dans les services aux étudiants. Imaginons une étudiante qui écrit à la gestion des études parce qu'elle ne comprend pas une étape de son cheminement scolaire. Le service répond dans le délai prévu, donc l'indicateur est bon. Réponse envoyée à temps. Mais la réponse dit essentiellement, vous devez contacter un autre service. Elle a donc écrit à un deuxième service qui lui répond aussi rapidement, mais aussi qui la renvoie ailleurs. Puis un troisième service lui donne finalement une réponse partielle. Dans le tableau de bord, je vous dirais, plusieurs services peuvent avoir respecté leur délai de réponse. Mais du point de vue de l'étudiante, elle n'a pas vécu plusieurs bons services. Elle a vécu, pour sa part, un parcours fragmenté. Elle a reçu une réponse rapide, mais elle n'a pas reçu une orientation claire. On peut donc résumer cette tension avec une phrase très simple.
un chiffre peut être vrai et incomplet. Je pense que cette phrase est vraiment importante parce qu'elle va nous éviter 2 pièges. Le premier, ça serait de dire: «Les chiffres ne valent rien». Je vous dirais: «C'est pas vrai». Le deuxième serait de dire: «Le chiffre est vrai, donc il suffit». C'est pas vrai non plus. Un chiffre peut être utile, exact, bien construit et quand même laisser dans l'ombre une partie importante de la réalité. C'est un peu comme une photo prise dans un bon angle. Il montre quelque chose de réel, mais elle ne montre pas toute la pièce. Et parfois, justement, le désordre est hors champ. Alors, qu'est-ce qui reste souvent hors champ dans les tableaux de bord? Les tableaux de bord montrent moins bien certaines choses très concrètes. Hein? Ils montrent rarement les personnes qui se disent: «Je ne sais plus à qui m'adresser». Ils montrent rarement aussi les formulaires recommencés, les appels qu'on doit répéter, les consignes comprises différemment ou les petits raccourcis que les équipes vont inventer pour faire fonctionner le service malgré les irritants. Le tableau de bord va monter aussi rarement les usagers qui vont abandonner avant la fin. Et ça, c'est pourtant important. Parce qu'un usager qui abandonne peut parfois faire disparaître le problème du système. Mais le problème n'est pas réglé, vous en conviendrez. Il est seulement sorti de l'écran. Ce qui est difficile à mesurer peut devenir difficile à voir. Et ce qui devient difficile à voir devient plus difficile à améliorer. C'est pour ça que les données qualitatives redeviennent essentielles. Je crois en effet que les données qualitatives deviennent très importantes. Un chiffre peut dire 92 des demandes ont reçu une réponse en 48 heures. Hein, vous pouvez dire c'est utile, ça donne un signal. Mais un verbatim peut dire j'ai reçu une réponse rapide, mais je ne savais toujours pas quoi faire. Les deux informations sont vraies, ils ne se contredisent pas, mais elles ne disent pas la même chose. Le chiffre nous dit que le système a répondu et le récit, pour sa part, nous dit si la réponse a réellement été. C'est pour ça que les commentaires, les plaintes, les récits d'expérience et les observations terrain ne sont pas des anecdotes décoratives. Ce sont souvent les données qui permettent de comprendre ce que les chiffres ne savent pas expliquer. Et pour comprendre un service, il faut donc plusieurs regards. Je trouve utile de penser à 3 regards pour comprendre un service. D'abord, le quantitatif qui va montrer les tendances, les volumes, les comparaisons, peut-être les signaux. Le qualitatif qui va donner accès à l'expérience, aux causes, au contexte, aux mécanismes. Et finalement, le jugement terrain. Lui, il va permettre de comprendre les pratiques réelles, les arbitrages, les signaux faibles. En fait, ce que les professionnels voient, mais qui n'apparaît pas toujours dans les données. Le chiffre, le récit et le jugement professionnel doivent se répondre. Si on n'a que le chiffre, ben, on risque de simplifier. Si on n'a que le récit, on risque de généraliser trop vite. Et si on n'écoute pas le terrain, on risque de décider dans une belle salle de réunion, loin du service réel. C'est pour ça que plus de données ne veut pas nécessairement dire plus de compréhension. En effet, plus de données, c'est pas automatiquement plus de compréhension. On peut avoir 25 indicateurs, 6 tableaux de bord, des fils par secteur, des graphiques en temps réel, des petites couleurs, des flèches, des moyennes mobiles. À un moment donné, il nous manque presque, dans le fond, que la musique dramatique. Mais malgré tout ça, le même problème peut revenir à chaque semaine. Parce qu'une donnée, ça ne parle pas tout seul. Elle doit être interprétée. Elle doit être discutée. Et surtout, elle doit être reliée à ce que les personnes vivent
et à ce que les équipes observent sur le terrain. Sinon, on peut devenir très performant pour produire des tableaux de bord, mais pas nécessairement meilleur pour résoudre les problèmes. Les indicateurs peuvent aussi transformer la culture d'une organisation. Les indicateurs peuvent transformer parfois la culture organisationnelle de façon très progressive. Au début, on veut suivre un problème. C'est tout à fait légitime. Puis après ça, on va ajouter une cible. Ensuite, un écart. Ensuite, la petite couleur. Peut-être un classement. Finalement, peut-être une justification à fournir quand ça passe au rouge. Et tranquillement, la conversation se déplace. On parle moins du service réel, on parle plus du chiffre. On parle moins de ce que vivent les personnes, on va parler plus de la couleur de la case. On parle moins des causes, on parle plus de la justification. C'est là qu'un système de mesure peut devenir défensif. Les gens ne cherchent plus simplement à comprendre, ils cherchent aussi à ne pas mal paraître. Alors, qu'est-ce qui améliore réellement les services? Les services, bien entendu, ne s'améliorent pas seulement parce qu'on les mesure. Ils s'améliorent grâce au leadership, à la qualité des services, à la collaboration, au soutien des équipes, à l'écoute des clients, à l'apprentissage organisationnel surtout, la communication, confiance. Les indicateurs peuvent refléter certaines de ces améliorations, mais ils ne les créent pas à eux seuls. Un thermomètre peut indiquer la fièvre, mais comme vous le savez, ça ne soigne pas l'infection. C'est un peu la même chose avec les indicateurs. Ils peuvent nous alerter, ils peuvent nous guider, mais ils ne remplacent pas le travail de fond, qui est quoi? Comprendre les causes, améliorer les processus, soutenir les personnes et surtout apprendre collectivement. La mesure est un outil, pas une stratégie complète d'amélioration. Donc, tout dépend beaucoup de l'usage qu'on fait des indicateurs. Le problème n'est pas de mesurer. Le problème, c'est de réduire la réalité à la mesure. Il y a des usages qui, en fait, vont venir approuvir la compréhension, comme contrôler sans comprendre, comparer sans contexte, récompenser sans regarder les effets. Il y a des usages beaucoup plus utiles, comme questionner, apprendre, relier les chiffres au terrain et à ce que les personnes perçoivent ou vivent. Un indicateur peut servir à fermer la discussion. En fait, la cible est atteinte, on passe à autre chose. Mais il peut aussi servir à ouvrir la discussion. Qu'est-ce que ce chiffre veut dire? Qu'est-ce qu'il ne montre pas? Qu'est-ce que les personnes vivent derrière ce résultat? C'est d'ailleurs cette deuxième posture qui me semble beaucoup plus féconde. Concrètement, comment peut-on mieux utiliser les indicateurs? Pour mieux utiliser les indicateurs, il faut les remettre tout simplement dans leur contexte. Il faut les discuter avec les équipes terrain. Il faut les combiner à des données qualitatives. Il faudrait surtout les utiliser pour apprendre plutôt que seulement contrôler. Il faut les relier à ce qui est perçu et ce qui est observé et finalement, il faudrait les réviser régulièrement. Un bon indicateur ne devrait pas être une fin de conversation. Il devrait être plutôt un début de conversation. Quand un indicateur s'améliore, on devrait pouvoir demander qu'est-ce qui explique cette amélioration? Est-ce que les usagers le sentent? Est-ce que les équipes le voient? Est-ce que le problème réel diminue? Si le chiffre ouvre sur cette question, il devient un outil d'apprentissage. S'il les ferme, il peut devenir un écran. Avant de croire trop vite un indicateur, il y a aussi quelques questions à se poser.
En effet, avant de croire un indicateur, ou je dirais plutôt avant de croire trop vite l'histoire qu'il raconte, on peut poser plusieurs questions. Qu'est-ce qui a vraiment changé? Qui le voit dans ce quotidien? Qui porte encore le problème? Quel comportement ce chiffre encourage-t-il? Qu'est-ce qui disparaît du tableau de bord? Et surtout, je vous dirais, est-ce que le problème réel diminue? Ces questions-là sont simples, mais elles changent la posture. Ça nous empêche de tomber dans l'automatisme qui est le chiffre est bon, donc tout va bien. Un bon indicateur doit nourrir le jugement, mais ça ne le remplace pas. Et dans les services, le jugement professionnel, l'expérience terrain et l'écoute des usagers et des clients restent essentiels. Donc, pour boucler la boucle, revenons au Cobra. En lien avec ces fameux cobras-là, je pourrais dire, compter les cobras est une chose. S'assurer qu'il y en a moins en est une autre. Cette phrase résume très bien le webinaire. Dans nos organisations, on compte beaucoup de choses. On compte les délais, les dossiers, les volumes, les réponses, les taux, etc. Excusez, je me suis étouffée. Mais on pourrait dire que compter un problème ne veut pas dire qu'on le résout. Et améliorer la mesure ne veut pas toujours dire non plus qu'on améliore la réalité. L'effet Cobra nous rappelle donc une chose assez simple. Quand un indicateur devient trop important, les comportements peuvent s'organiser autour de lui. La mesure du problème n'est pas la résolution du problème. C'est probablement la distinction la plus importante à garder en tête. Je termine avec quelques idées à retenir. Si je résume, je dirais ceci. Les indicateurs sont utiles, mais incomplets. Ce qui est mesuré influence les comportements. La qualité voulue, rendue et perçue peuvent diverger. Les tableaux de bord doivent aussi dialoguer avec le terrain. Mesurer n'est pas la même chose que de comprendre. Les tableaux de bord devraient ouvrir la discussion, mais pas la remplacer, parce qu'un tableau de bord qui rassure trop vite peut devenir très confortable pour l'organisation, mais très insuffisant pour les personnes qui vivent encore le problème. Au fond, un indicateur, ce n'est pas une conclusion. C'est une invitation à mieux juger. Je vais maintenant vous laisser avec quelques questions pour ouvrir la discussion. Je vous propose de garder quelques questions en tête. Avez-vous déjà vu un indicateur s'améliorer sans que le service semble réellement meilleur? Quel aspect important reste difficile à mesurer dans vos milieux? Quel comportement certains indicateurs encouragent-ils? Et qu'est-ce qui devient parfois invisible dans vos tableaux de bord? Je serais vraiment curieuse de vous entendre là-dessus parce que ce sujet devient intéressant quand on le relie à des situations très concrètes. Au fond, on peut mesurer beaucoup de choses, mais la vraie question reste toujours la même. Est-ce que ce qu'on mesure nous aide réellement à améliorer ce que les personnes vivent? Je vous remercie de votre écoute. On peut passer maintenant à la discussion et vous pouvez poser vos questions là, dans l'endroit réservé là, en dessous du webinaire. Donc, merci beaucoup et au plaisir de se rencontrer à nouveau.